Mais peut-être que déjà, en fait, vous pouvez déjà mettre dans le chat qui vous êtes, quel est votre métier exactement pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que vous faites, votre job. Ouais, je vérifie si tout est bon pour le chat. Donc, c'est la première fois qu'on utilise cet outil, Zoho. Donc, on espère, on croise les doigts fortement que tout fonctionne. On se laisse encore une minute et puis on commence? Oui. On va laisser. Est-ce que tout le monde a... Mettez peut-être un petit message vraiment pour la forme dans le chat pour qu'on soit sûr que vous êtes bien Bonjour, connecté. Nexé Cocu, Dieu, que Et je un vois pas petit les. bonjour. Oui, donc Gaël nous a mis un petit Ouais. message, effectivement. L'onglet conversation, effectivement, ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, vous pouvez très bien mettre dans questions et réponses, on voit. Donc, je vois des petits Ah, ok, pouces. donc Voir ingénieur dans pédagogique. l'onglet questions et réponses, alors très bien. Ouais, on va fonctionner comme ça. Ouais. Ok, donc je vois qu'il y a Laure qui a indiqué qu'elle est ingénieure pédagogique freelance. N'hésitez pas à nous dire quel est votre métier. On va peut-être commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Ouais, c'est parti. Let's Bon, mais c'est go. parti. Let's go. Déjà, un grand merci à tous d'être là. On est très, très heureux avec Yoann de vous accompagner pendant ce Lunch and Learn. Voilà, c'est le premier, on espère, d'une longue série. Donc, l'objectif, c'est de se retrouver pendant votre pause déjeuner pour apprendre idéalement des choses ensemble. Donc, l'idée, c'est on a préparé des sondages interactifs pour enrichir notre échange. Et vos réponses vont vraiment nous permettre d'adapter le contenu tout au long de notre conversation avec Johan. Donc, on compte sur vous. Si vous avez des questions, mettez-les. Si vous avez des remarques. Et lorsqu'il va y avoir des sondages, vraiment participer parce que ça va nous permettre, nous, d'ajuster ce webinaire qui va être co-construit autour de vos réalités. Donc voilà, ce Lunch and Learn, c'est le vôtre et c'est l'idée de ce moment. On a préparé cette session un peu comme une discussion entre passionnés. Et voilà, vous êtes un petit peu comme dans notre salon. Donc, Yohan, peut-être que tu peux commencer par te présenter. Et moi, en attendant, je vais profiter pour vous proposer le premier sondage de savoir justement quel est votre métier. Oui, bien sûr. Donc moi, Johan Delaby, je suis en fait consultant learning. Donc j'accompagne depuis bientôt 7 ans. Et j'accompagne les entreprises qui veulent construire des dispositifs de formation ou des formations. Et donc je développe une méthode là depuis quasi 7 ans qui s'appelle le Learning Experience Design. On le verra plus tard, on va le détailler, mais donc ravi de vous présenter ça aujourd'hui. Ça a eu de la valeur ajoutée de développer en fait cette méthode-là pour mon activité. Ça l'a eu pour Hélène. On espère qu'au fil du temps, ça en aura pour vous. Ouais. Moi, je vais me présenter. Et d'ailleurs, avant de me présenter, je vois qu'on a majoritairement des ingénieurs pédagogiques. C'est super intéressant comme profil. Consultant learning, on a des formateurs et je ne sais pas si éventuellement dans questions-réponses, il y a d'autres personnes, consultantes freelance en management de projet et management de transition sur les sujets RH formation. Super. C'est super intéressant vos profils. Donc, je vais vous afficher les résultats pour que tout le monde puisse les voir. Donc, moi, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Hélène Pérez et donc, je suis consultante en innovation pédagogique et je suis aussi diplômée en sciences cognitives pour la formation. Et ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je travaille dans le monde de la formation et j'ai commencé d'abord comme formatrice, puis responsable pédagogique, puis je suis devenue consultante learning pour accompagner donc des entreprises dans la conception de parcours innovants et sur mesure. Et en 2022, j'ai eu un déclic. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler sur une mission avec un client
qui a été accompagné par un cabinet du UX design. Et là, ça a été la révélation. J'ai découvert tout l'univers. Je sais pas, Yoann, si je t'avais raconté comment j'étais tombée dans la marmite du LXD. Mais Ça voilà. date, je pense. Ouais. Vas-y, C'était au tout début, vas-y. on était jeunes. Et donc, en fait, quand j'ai eu cette opportunité avec ce cabinet du X, ça a été vraiment la révélation. J'ai eu la sensation un petit peu de comprendre pourquoi il y avait des trous dans ma raquette pédagogique. Et là, j'ai découvert vraiment tout un univers. Je me suis pris de passion pour la façon dont les designers pensent les expériences, les émotions, les parcours utilisateurs. Donc, je me suis formée beaucoup. J'ai beaucoup consommé de contenu, de livres. Et y compris, je me suis formée d'ailleurs en tant que product owner, si ça parle à certains, donc à l'approche produit. Et j'ai réalisé à quel point ça pouvait transformer en fait la formation. Donc c'est en travaillant en fait à la croisée du learning et du design que j'ai constaté que pour moi il y avait un fossé. C'est que beaucoup de professionnels de la formation ont vraiment envie d'innover, mais on manque de méthodes concrètes et surtout, moi, j'ai trouvé qu'on manquait de communauté, on manquait de personnes avec qui partager. Et donc, dans ma présentation, je rajouterai aussi le fait que je sois donc la fondatrice de Learny. Et c'est justement ce constat qui m'a poussée à créer Learny pour accompagner les professionnels de la formation, à renforcer leurs pratiques pédagogiques et aussi à faire décoller leur business avec des formations courtes, 100% en ligne et surtout une communauté engagée. Donc ça, on verra plus tard. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de rendre le LXD accessible et qu'on ne pense plus comme une méthode, mais qu'on parle vraiment comme une expérience. Voilà. Et justement, Johan, je me posais la question, donc ça a été quoi pour toi le déclic? Merci de partager ton déclic à toi. Donc moi, en fait, c'est parti pas mal d'expériences un peu déceptives sur la formation. Je pourrais donner deux exemples. En fait, j'ai commencé mon activité. C'est pas mon activité. J'ai commencé à travailler dans un centre de formation et j'étais responsable des formations B2B. Et en fait, je montais des parcours de formation pour les employés. Et donc, classique, hein, un client me demande de les former je crois que c'était la nouvelle suite Office. Ok, je prends le besoin, je vais voir un expert métier, je monte le programme et au final, un parcours de formation qui n'a pas beaucoup plu, un client assez peu satisfait. Et puis après, quand j'étais moi-même salarié, j'ai suivi, pour vous donner un autre exemple, avec une autre formation outil, un outil de gestion de projet où le formateur, au bout de 2 jours, nous demande mais en fait, vous êtes qui? C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous Et faites donc, là, monsieur? j'étais pas mal en dissonance, donc des deux côtés de la barrière, en fait, du côté où moi-même je devais créer des parcours, et puis de l'autre, en tant qu'apprenant, où franchement, je recevais parfois des slides où il y avait rien qui était travaillé, etc. Et un peu le même déclic que toi, à savoir, j'ai fait de la gestion de projets digital, donc pour des projets digitaux. Et eux, évidemment, comme il y a une vocation business, ils sont bien avancés sur certaines méthodes Oui, où se sont mis à la place de leurs clients, de leurs utilisateurs. Et moi, j'ai côtoyé aussi des UX designers et ça a un peu bouleversé la manière dont on faisait des projets digitaux. Et à un moment, je me suis retourné un peu sur mon expérience et je me suis dit, j'avais bossé quand même pas mal d'années dans des environnements, centres de formation, environnements comme ça pédagogiques. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est ça. On ne prend pas assez en compte l'apprenant. Et en fait, c'est parti de là. Et j'ai imaginé de fusionner du coup cette approche du UX design, donc qui met l'utilisateur au centre, et l'ingénierie pédagogique, la dimension pédagogique, où évidemment, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là sur quelque chose euh, de plus long, de plus profond, j'ai envie de dire, ouais, qui est la plus modification aligné. des comportements, l'adoption des compétences. Et en fait, du coup, l'UX design, l'avantage, et les méthodes design, l'avantage, c'est qu'elles nous proposent des petites méthodes qui peuvent être facilement, avec un peu customisées, qui peuvent être facilement appliquées à nos métiers.
d'ingénierie pédagogique, j'ai envie de dire tous les métiers de la pédagogie et de la formation, Oui. à travers ces petites méthodes et un peu cette mentalité, ce mindset centré apprenant, permet vraiment de bouleverser un peu les choses et d'éviter de taper à côté, hein, comme moi ça a pu m'arriver quand j'ai fait des Et formations ou quand j'étais apprenant. ouais, Voilà. dans la formation, à avoir peut-être eu la sensation, justement, comme tu dis, de taper à côté. On va peut-être en profiter pour leur poser une petite question, c'est de savoir, ben, vous, Ouais. qu'est-ce qui vous pousse à vous intéresser au LXD? Est-ce que c'est pour différencier votre offre? Est-ce que c'est pour gagner du temps, mieux engager les apprenants, moderniser votre offre ou autre, dans questions et réponses? Les Heu, QR, ouais. Qu'est-ce que, voilà, c'est quoi, la motivation principale, qui fait que vous êtes ici, aujourd'hui? Peut-être que pendant ce temps-là, Yoann, on peut avancer un petit peu et parce qu'on parle de LXD, mais moi j'ai une question. Qu'est-ce que le LXD? Vous avez Oh, 2 dis heures. donc! Alors qu'est-ce que c'est le Mais LXD? enfin, on travaille dessus depuis des mois, Hélène. J'ai oublié, j'ai pas révisé, j'ai oublié ce que c'était, pardon, écoute. Donc ouais, ce que disais tout à l'heure, c'est Learning Experience Design, parce que c'est vrai qu'on parle de LXD, parce qu'on s'est tellement approprié le truc. Ça, Learning Experience Design, en fait, voilà, ça s'inspire en fait de méthodes de design. On est en fait dans une espèce de fusion entre les sciences de l'apprentissage et les méthodes de design. Et on va jouer sur plusieurs piliers. Le pilier vraiment principal, c'est de placer l'apprenant au cœur de la conception de dispositifs de formation, au cœur des stratégies de formation. Le deuxième, c'est considérer en fait l'expérience d'apprentissage dans son ensemble, à savoir à partir du moment où on va proposer en fait l'action au collaborateur dans son environnement de travail jusqu'au moment où il va vraiment transférer ses compétences sur le terrain. Il va vraiment avoir un second état ouais, vers lequel on veut l'amener. Et puis avec une vraie orientation objectif plus stratégique de l'entreprise et objectif de l'apprenant en termes de comportement, ce que je disais tout à l'heure. Et la petite touche être aussi qui nous vient du design, c'est le côté collaboratif. ouais. On va mobiliser un collectif pour aller plus vite, pour être plus efficace, pour être au plus proche des besoins, etc. Pour prendre la main, pour la rapidement résumer, hein, on s'appuie sur des approches de design. Donc on va s'inspirer parce qu'on parle beaucoup de UX, mais c'est de l'UX design, du design thinking, du design centré utilisateur. Ça le LXD s'inspire aussi, forcément, s'appuie sur l'ingénierie pédagogique puisqu'on est là pour concevoir des dispositifs de formation qui soient structurés et centrés apprenants. On s'appuie aussi sur les neurosciences cognitives. C'est vrai que moi, le fait d'être diplômée en sciences cognitives, ça me permet de faire des ponts et de comprendre qu'est-ce qui permet d'engager l'apprenant. Et on va utiliser tout ce qu'on appelle la neuroergonomie. Donc, comment est-ce qu'on met à disposition dans l'esprit de l'utilisateur l'information le plus facilement possible. Et le dernier pilier, forcément, c'est l'ergonomie numérique. Et peut-être, Johan, si tu veux prendre la suite pour expliquer ce schéma qui vraiment résume très bien l'approche et la méthode LXD. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu petit chez moi. Je m'excuse, je vais le mettre en plus grand. Oui, en fait, on a toujours une demande qui nous arrive de notre commanditaire, de nos experts métiers, de notre codir, etc. Et l'idée, c'est de mettre en perspective cette demande avec prendre du recul, faire prendre du recul à ces commanditaires pour leur dire quelle est la photographie de nos publics cibles aujourd'hui, quel est leur besoin. On va croiser ça avec les enjeux stratégiques de l'entreprise, avec la signature pédagogique, avec beaucoup de paramètres qui vont nous permettre de définir
vraiment le problème. Et tant qu'on ne l'a pas défini, tant qu'on n'a pas objectivé en fait, les réels problèmes qui sont rencontrés sur le terrain, les réels besoins, on va le redéfinir jusqu'à arriver vers une problématique qu'on doit traiter, qu'on doit adresser sur tout le projet de formation. Et puis après, vous voyez qu'il y a la partie, on est sur des bouts, comme ça, c'est-à-dire on va itérer. On va d'abord co-créer, la partie co-créer, qui va nous amener à construire un prototype. Ce prototype, on va le faire tester à travers. Alors, il y a plein de méthodes de test qui existent, on verra un petit peu tout à l'heure, qui va nous permettre toujours d'affiner en fait ce prototype. On va aller jusqu'au pilote. Une fois qu'on a validé cette étape de prototypage, on va déployer l'action de formation. Et puis ensuite, on va évaluer, on va rentrer dans une phase d'amélioration continue. Alors, l'apprenant est vraiment central sur toutes ces étapes. Et en fait, sur chaque bloc, il y a des petites méthodes, des outils, pas que des petites, Ouais, c'est ce qui que j'allais dire. existent pour y répondre en fait à chaque fois. Et donc, à chaque pilier, l'idée, c'est quoi? C'est d'être toujours sur quelque chose où on va vérifier à chaque étape qu'on est dans les bons clous par rapport à notre apprenant. Et on va le tester au fur et à mesure. Et à chaque fois, on va l'améliorer pour arriver vers quelque chose où on est sûr en fait que ça va fonctionner. Ouais, et si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est qu'on parle d'une démarche centrée apprenant, mais vous le verrez, on va en parler pendant la suite de cet échange. C'est aussi que c'est important d'aligner les parties prenantes et d'être aligné avec la stratégie business de l'entreprise. Ce que, merci Johan pour ce détail. Ce que je vous propose là, c'est de passer notamment aux défis que vous rencontrez vous dans vos métiers, puisque certains ont eu l'occasion de consulter le guide qu'on a co-écrit avec Johan, et on a donc interviewé plus d'une trentaine de professionnels de la formation, et il y a plusieurs problématiques qui sont apparues et pour lesquelles on pense que le LXD peut être une réponse. Donc voilà les problématiques. Je ne sais pas si ma slide elle apparaît bien. Tu la vois bien toi, Johan? Oui, elle est un peu décentrée. Tiré. Hop, Ouais, voilà. Donc les défis. c'est un petit peu rogné. Voilà, c'est bon. Là. Ouais. Ouais. Donc la reconnaissance et l'alignement stratégique, ça sûrement que ça vous parle. Parce que comment est-ce qu'on fait pour créer des parcours qui soient centrés apprenants en gardant donc cette reconnaissance et cet alignement stratégique en lien avec les actions business. Comment est-ce qu'on fait pour analyser les besoins, pour avoir accès aux informations, aux apprenants, la contrainte de temps et de ressources, ça aussi ça a été beaucoup cité, la collaboration, la communication, l'engagement des apprenants, comment est-ce qu'on les implique, comment est-ce qu'on les motive tout au long du parcours, surtout qu'on fait appel à eux, comme vous l'a montré Johan dans les différentes boucles. Et enfin, l'évaluation. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir nous dire, vous, les principaux... je fais une belle faute. Donc, c'est pas grave. On va dire que personne ne va l'avoir. Donc, sans deux LE, quel est le principal défi? Au début, j'avais marqué difficulté, donc voilà. Quel est le principal défi que vous rencontrez dans votre métier, si ce n'est les fautes d'Hélène? Donc, est-ce que c'est la reconnaissance de la valeur de la formation et l'aliment stratégique? Est-ce que c'est la définition et l'analyse des besoins, contraintes de temps, la collaboration, la communication, ou est-ce que c'est l'engagement des apprenants? On est très curieux et en fonction de ça, on va vous partager, nous, les outils, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec le LXD pour pouvoir justement répondre à ces défis-là. On va essayer d'en traiter deux. Idéalement, oui, par rapport Deux au temps. problématiques, parce qu'en fait, Ouais, c'est ça l'idée, c'est quand même qu'on adresse ouais, des problèmes, des questions qu'on a sur le terrain dans vos métiers, ouais. et que ça soit utile, en fait. Ouais. Donc, on a 10 personnes qui ont voté. Si d'autres personnes ont la possibilité de voter pour qu'on puisse... là, on peut déjà peut-être démarrer sur la
problématique qui ressort le plus, celle de contrainte de temps. Ouais, contrainte de temps. Juste, ouais, la problématique de contrainte de temps, parce que il y a tellement de projets, tout est urgent. Je passe peut-être mon temps à dire non, on n'a pas le temps pour l'ingénierie pédagogique en amont. Donc, pourquoi c'est un problème, Johan, la contrainte de temps? C'est quoi le défi qui est rencontré par les professionnels? Bah, contrainte de temps, c'est que bah, faire une formation, ça coûte cher. Souvent, il y a aussi un décalage entre l'image que pourraient avoir nos commanditaires, nos clients de ce que c'est qu'une formation et puis le réel temps que ça nécessite pour le créer. Et puis, on produit aussi, euh, on n'a pas forcément une mesure aussi de l'efficacité. Du coup, c'est difficile quand on est responsable formation ou quand on est ingénieur pédagogique de savoir si, de prouver en fait au commanditaire que ce qu'on fait, ce qu'on produit a de la valeur et a des réels impacts, que ce soit terrain au business. Donc, c'est pas évident. Il y a beaucoup de projets. Bon, les pistes de solutions pour ça, c'est sur le côté temps. Le Learning Experience Design a l'avantage de proposer une méthodologie très cadrée issue du design thinking. Vous avez peut-être déjà entendu parler du design sprint. Moi, j'utilise cette méthodologie en atelier. Je fais 4 ateliers qui sont assez cadrés, où en fait, je fais toute la partie cadrage de la conception en 4 ateliers. Et cadrage de la conception, ça veut dire, donc je mets certains acteurs importants du projet. Je fais aussi intervenir dans mes groupes de travail des représentants des publics cibles, des apprenants qu'on va toucher. Et en fait, comme on a un peu tout le monde, disons les acteurs importants, clés autour de la table, via une démarche très cadrée, 4 ateliers qui sont très timés, on va en fait gagner en efficience par rapport à ça. Et donc, en fait, on va avoir toute la partie cadrage qui va aller jusque soit un synopsis, le synopsis d'une formation, soit un dispositif de formation stabilisé et choisi. Tout ça assez rapidement finalement par rapport à des allers-retours qui sont faits avec l'expert métier et on va faire une proposition qui va revenir, etc. Là, on est sur quelque chose qui est très efficient en fait. Ouais. Oui, ce que je peux rajouter aussi, moi, ce que j'ai découvert avec le LXD, même si de façon assez intuitive, il y a des méthodes que j'utilisais déjà. Puis d'ailleurs, il y a Florence qui l'a mis dans le chat. Effectivement, l'UX, ça fait longtemps que c'est parti du digital learning. Mais en même temps, j'avais pas de process et j'avais pas de méthode. Et c'est ça aussi, c'est le fait de structurer toute la méthode, toute l'approche. Une fois qu'on l'a intégré, en fait, on gagne du temps parce qu'on réduit. Moi, j'aime bien l'image des trous dans la raquette. On réduit justement le temps qu'on va passer à mettre en place la méthode parce que en fait, on va acquérir au fur et à mesure des outils, on va pouvoir les tester et après, ça met de moins en moins de temps à se déployer aussi parce qu'on structure, nous, aussi notre approche, quoi. Est-ce que... Et pour compléter un peu ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a aussi un gain de temps. C'est plein d'allers-retours qu'on ne fait pas, en fait, Oui, et qui nous font gagner un temps d'alignement des personnes qui est hyper important. ouais. Là j'ai piloté un projet, il se trouve que le client n'a pas réussi à mobiliser un groupe de travail, et donc je suis repassé en fait à une méthode plus traditionnelle sur un projet là dernièrement. Et en fait, euh, travailler avec des experts métiers, c'est hyper dur à cadrer. Mm, Et quand on travaille en collectif avec quelque chose qui est qui est assez processé, on lui mhm, montre, on lui dit c'est cadré, regarde, on a à chaque étape, on a un objectif, etc.
Ouais, on perd beaucoup moins de temps à, ouais, ouais, en gros, toutouiller des choses qui, c'est clair. non seulement vont être plus efficaces parce que chacun, quand on travaille en groupe, Mhm. chacun a une responsabilité en fait de faire avancer le collectif. Et Ouais. ça, chacun l'intègre. Et donc, il y a une Mhm. espèce d'autorégulation qui se fait naturellement Ouais. avec ce type de méthode. Et c'est ce que j'ai pu constater, moi. Et même travailler avec deux experts métiers qui ne sont pas forcément d'accord sur les sujets, c'est des discussions, mais qui durent des plombes. Alors que, Ça, je pense que tout le monde voit de quoi on parle mais oui, dans. alors que dans les ateliers, quand on a des futurs apprenants qui sont présents, quand La posture, elle deux bascule. experts sont Ouais, pas d'accord, je leur dis, ouais. attendez, regardez, c'est ces personnes-là qu'on va viser, et comment vous vous positionnez par rapport Mhm. à ce sujet-là, et Ouais. on réobjective, pardon, par rapport au cadre apprenant qu'on s'est fixé au départ. Désolé, je pourrais parler Ouais, ouais, pendant c'est des vrai. heures, hein, désolé, mais ça fait Écoutez, sens ce réservez que je votre dis par rapport après-midi. à. Ouais. Mais oui, oui, c'est vrai, moi je vois pareil, dans les clients, bon maintenant, depuis 2022 dans les différents projets que j'ai pu déployer, au fur et à mesure en fait, si j'avais eu, la formation au départ ou en tout cas la méthode, ben, une fois que voilà, on a, visuellement, on sait, comment structurer, quel type de méthode, quel type d'outil, ça aide vraiment. Et rapidement, pour la contrainte de temps et de ressources, si tu avais un outil, si je te dis, Johan, je suis sur un projet, je suis embêtée, qu'est-ce que toi tu mettrais en œuvre s'il y avait un outil? Bah, je pense que l'approche de design thinking, vraiment, elle est hyper intéressante via les ateliers dont je parlais. Et puis, Ouais, euh, Et puis après, il y a des choses il y a des leviers d'alignement qu'on peut mobiliser. Par exemple, arriver assez vite à un espèce de prototype très schématique ouais, de la formation qu'on va proposer, qu'on envoie à faire tester aux parties prenantes, à certains des futurs apprenants. On prend les feedbacks, on itère comme ça, et ça, en gros, parce que ce qui coûte cher dans un projet, c'est en fait qu'on aille super loin, qu'on ait fait plein de productions qui coûtent super cher parce que s'il y a des consultants aussi ou des prestataires autour de la table ou même des responsables formation, ils savent qu'un projet c'est ça. fini, il coûte cher. Un projet Ouais, fini, si on veut le modifier, si on veut y apporter des ajustements, ça coûte ouais, super cher et la personne doit mmh, remettre les mains dans les outils. c'est Voilà. ça. Et donc l'idée, c'est aussi de faire tester rapidement Ouais, pour éviter que les coûts s'accumulent et que les ouais, tout à fait. ajustements soient sûrs. C'est ce qu'ils font dans les projets digitaux, hein. Et ils Mmh. font d'abord des Oui, oui, maquettes, ils font tester les maquettes, et puis après, ils voient ce qu'il faut modifier. ouais, Ils font ils pas avisent. leur projet fini, on va le faire tester, etc. C'est vrai. Et c'est très intéressant parce que donc Florence justement elle marquait dans le chat que c'est le changement de posture. Et c'est vrai que on se retrouve souvent face à des commanditaires, des personnes qui nous achètent notre formation ou en tout cas notre accompagnement qui ont eu une certaine façon de faire. Et c'est là où on a besoin d'arguments et quand on a justement une méthode qui est bien structurée, qu'on a des arguments, qu'on a les outils pour pouvoir aligner les parties prenantes, tout se fluidifie. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais des questionnements aussi de me dire, mais par rapport aux experts métiers, comment, voilà, j'ai essayé plein de choses et finalement, comme tu dis, l'atelier, ça fonctionne très bien puisqu'ils sont en face Mm. vraiment de l'apprenant. Et si l'apprenant dit, peut-être que c'est pas la façon la plus adaptée ou c'est pas adapté à mes process, à mes outils, à mes méthodes. On est vraiment sur le terrain. Et il y a Laure qui te demande combien de temps tu dédies à chaque atelier. Ouais, en général, moi, la manière dont je mobilise la méthode, c'est des ateliers idéalement de 2 heures et demie. Le Idéalement. côté un peu médium, c'est 2 heures. Et vraiment, quand on a des personnes qui sont dures à mobiliser, c'est 1 heure et demie. Et Ouais, j'essaye de les mobiliser vraiment sur l'essence, de les mobiliser vraiment sur
sur les moments où ils vont apporter une valeur ajoutée au projet, à savoir Ouais. la prise de connaissance du contexte, leur expertise et connaissance du métier terrain, des réalités terrain, etc. Donc c'est vraiment, en gros, quand j'ai pas besoin de ces éléments-là, bah, je travaille autrement. Mais je les mobilise en atelier pour ces moments qui sont très ciblés. Donc on est sur effectivement 2 heures, 2 heures et demie. Après, il y a d'autres learning experience designers qui font ce qu'on appelle euh, des design sprints Oui, c'est ce que sur j'allais te 4-5 dire. jours. Et là, Ouais, ça dépend en ouais, ouais. fait de la maturité Du de client, du l'entreprise, projet. du Ouais, client, tout etc. à fait. Et puis encore une fois, idéalement, moi je fonctionne aussi sur des ateliers de 2 heures et demie, mais quand on est face à un client qui a un peu de difficulté à comprendre l'intérêt du LXD. Bon, maintenant, moi, mes arguments, au fur et à mesure, je les ai peaufinés, mais on peut démarrer aussi petit, comme tu disais, on va partir sur moins de besoins exprimés, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça commence à mettre, voilà, ils mettent le pied à l'étrier, et puis surtout on engage les collaborateurs qui voient qu'en fait ça leur est destiné et qui sont en train de co-construire la solution la plus adaptée, non pas à uniquement leurs besoins, mais aussi peut-être à leur façon de travailler, au process qu'ils utilisent, parce que c'est peut-être quelque chose que toi tu as pu constater, c'est cet écart entre le commanditaire qui nous demande une formation, qui est même des fois un besoin de formation sur étagère, et puis quand tu prends, ne serait-ce des fois quand vraiment j'ai des personnes qui ont un peu du mal à comprendre l'intérêt du LXD, ne serait-ce avec un simple questionnaire que j'envoie en amont, et je collecte comme ça, donc de façon ouais, avec Quanti, Kali, vraiment un questionnaire très simple qui ne fait pas perdre du temps aux apprenants. En fait, on détecte des besoins et on se dit, oh là, on n'est peut-être pas sur le besoin qui a été demandé au départ. Donc, c'est ça aussi l'approche LXD. On est trop nombreux à arriver en formation sans avoir échangé, ne serait-ce une fois avec l'apprenant, quoi. Mais c'est Donc, il faut vrai que qu'on c'est super important ce que tu dis. Je Merci. pense il faut, mais ouais, mais il faut pas être puriste dans l'approche. Et Et c'est oui, vrai que souvent on s'en fait une montagne, alors oui. que les techniques du X montrent que on interroge, on fait euh, 3 entretiens. Ouais, Et on ouais. dit avec 5 entretiens, on a couvert Déjà. plus de 70% de ce que Mm. peuvent nous apporter les retours. En Ouais. fait, on va juste, souvent, on descend 2 étages, on est dans la même entreprise, ou alors on prévoit une petite visio avec des apprenants et on Mm. leur présente l'idée et on prend des feedbacks. Ou alors, Mhm. on est même au niveau du storyboard, en fait, à chaque niveau, on peut présenter les intentions Tout à fait. et les soumettre aux collaborateurs. On se fait Ouais. vraiment souvent une montagne de ça. On dit ça va être Mhm. compliqué, il faut mettre en place des process énormes. Mais Ouais. honnêtement, on a une vision idéale de ce que pourrait être le Learning Experience Design, mais il faut être pragmatique. Il faut se dire où est-ce que c'est le plus important pour moi dans mon projet d'intégrer l'apprenant et d'avoir un Ouais. feedback de l'apprenant et de le confronter mon Mhm. projet ou ma solution à la réalité du terrain. Ouais, ouais. Et on Ouais, il faut le commence voir par vraiment ça comme une et on méthode. essaye, on voit si ça marche, si ça nous apporte des choses. Mhm. Avec un client, on est allé aussi au petit pas. Et on souhaite avoir des feedbacks sur les faire tester une fois qu'on a commencé à mettre un peu en image la formation. Et on va Mhm. interroger 3-4 personnes. Mais on sait que les feedbacks vont être énormes. Et faites le test, hein. Ouais. Oui, oui, parce que de toute façon, les gens adorent parler d'eux. Là, vous leur portez un intérêt, donc c'est facile pour les engager. Après, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on engage les experts métiers, comment est-ce qu'on engage les différents services. Euh, et c'est vraiment d'avoir une méthode pour aligner les parties prenantes, engager les apprenants et tout ça, bonne nouvelle, ça s'apprend. Et il y avait, on a
plus trop le temps, mais justement sur la deuxième problématique, c'était reconnaissance de la valeur, comme on en parlait, hein, et l'alignement Oui. stratégique. C'est vrai que de toute façon, tout se rejoint puisque c'est vraiment une Mmh. méthode, comme tu l'as montré dans ton schéma. C'est une méthode et ce qui est intéressant, c'est de tester, d'être aussi sur une posture basse, avec les apprenants, d'être à leur écoute, et puis de co-construire, et d'ajuster dès que possible, quoi. Et puis peut-être, Heu, est-ce que j'ai encore le temps de juste d'aborder la deuxième problématique vraiment très rapidement ou pas? Très On doit rapidement, parce que nous, conclure. on pourrait parler, Ouais, pendant ouais. des heures. Non, juste en deux mots sur la reconnaissance de la valeur qui était le deuxième problématique pour laquelle vous avez voté. Reconnaissance de la valeur de la formation et aliment stratégique. C'est vrai qu'on a du mal à se positionner et à trouver une légitimité dans les entreprises. Euh, le fait, en fait, d'être assez cadré sur les démarches qu'on mobilise, de dire, bah, voilà, votre besoin, on va aller le creuser. Regardez, je vous propose un atelier d'alignement d'1 heure pour vous montrer que ça fonctionne, pour analyser un petit peu votre Ouais. besoin. C'est une question de posture aussi. Pas se positionner en exécutant d'une demande, mais vraiment Mmh. avec une vraie position, et même en interne, hein, je parle même des Sur le conseil, oui. responsables formation, etc. Un vrai Oui, positionnement de conseil, tout à et fait. c'est aussi là Mmh. où les entreprises euh, sont, sont super demandeuses pour décrocher des budgets, etc., c'est de se positionner en business partner. C'est-à-dire que Ouais. des employés, c'est tout bête, hein, enfin, ça paraît logique, mais les employés qui performent, c'est des employés qui font gagner de l'argent à leur entreprise. Et si, dès le début, on dit, bah, regardez, en fait, on va mettre en place ce projet, il va apporter tel bénéfice, je vais pouvoir le mesurer et ça va changer tel comportement et je vais pouvoir mesurer. Et ça va vous, en gros, être un appui à votre business. Et là, concrètement, directement, c'est pas, ils viennent pas me voir pour que je leur fasse un e-learning, quoi. Mmh. Et ça, Oui, je oui. pense, ouais, c'est ça, dans tous les cas de figure. C'est vrai que ça me fait réaliser qu'effectivement, on a la méthode LXD, qu'on va déployer avec différentes étapes, différents outils et surtout en parallèle la posture. Parce que si on se met dans une posture justement de consultant où on va apporter une vraie expertise et on montre qu'on est aligné avec les enjeux business, parce qu'on a voilà, tous les arguments, on a un peu plus de visibilité sur ce qui est possible pour accompagner l'entreprise dans cette stratégie business-là, et ben, la bascule, elle va se faire petit à petit de centré commanditaire à centré apprenant. Et j'espère qu'on est qu'au tout début du LXD et que voilà, il va prendre de plus en plus de place, en tout cas dans toutes les approches pédagogiques. Et comme il ne reste plus beaucoup de temps, avant de basculer justement sur la partie questions-réponses, puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir répondre à à vos questions, c'est voilà si je peux résumer, en tout cas, c'est de dire que le titre du webinaire, c'était: «Est-ce que le LXD, c'est un buzzword, ou est-ce que c'est un Mhm. vrai changement de posture?» Je pense que bon, la réponse, on l'avait déjà dans la question. Effectivement, il y a et de la méthode et la posture de formateurs, d'ingénieurs pédagogiques, de consultants qui va nous Mindset. faire repenser toutes nos pratiques. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on conçoit? On parle beaucoup de expérience apprenante, expérience engageante. Il y a beaucoup, on le voit beaucoup passer, par exemple, sur LinkedIn, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et comment est-ce qu'on peut créer des expériences engageantes si elles ne sont pas créées avec et pour l'apprenant? Euh, donc Ça paraît là, tellement basique qu'en ouais, fait, de se dire ça, ça oui, paraît mais pour tellement autant, évident, mais pour autant, ouais. on le fait. En tout cas, quand on veut le faire, on est confronté à des difficultés. Et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai créé Learny. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les professionnels de la formation à faire décoller leur business, puisque vous êtes nombreux à être à votre compte, et surtout à faire évoluer vos pratiques pédagogiques sans passer par des formations qui soient longues ou théoriques. Il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat, mais comment est-ce qu'on se forme? Maintenant, on vous propose justement de pouvoir vous former au LXD
leur nid. Et je vais partager mon écran. Rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est Learning? C'est quoi la signature pédagogique? C'est déjà en amont, on va vous donner accès à des ressources. Donc, vous allez prendre connaissance des ressources, vous allez commencer à travailler sur un projet, un peu un fil rouge, un fil conducteur comme ça, et vous allez avoir accès donc à un espace communautaire où vous allez pouvoir échanger avec les personnes avec qui vous allez être pendant l'atelier. Donc, vous avez un atelier de 2 heures. Johan anime justement 4 ateliers en lien avec le LXD. Moi, je vais très bien bientôt en animer un en lien avec les sciences cognitives et justement, il y aura le lien avec le LXD. Donc, pendant 2 heures, on est vraiment sur du pratique. Il n'y a pas de format descendant. En fait, on travaille vraiment sur toutes les méthodes, les outils, les process que vous pouvez voir d'ailleurs dans les guides LXD. Et on se retrouve une semaine après pour une heure de mise en pratique où on échange à nouveau. Voilà, où est-ce que tu en es, comment tu as avancé, et ça 2 fois pour vraiment avancer par et avec ses pairs, et sur des petits groupes de 12 apprenants. Et donc, Johan, il sera présent sur 4 formations. Le design thinking pour la conception de formations innovantes, concevez des parcours engageants grâce aux méthodes collaboratives issues du LXD, aligner les parties prenantes, donc les outils LXD pour passer de la dispersion, on en a parlé, à l'efficacité collective, comment est-ce qu'on aligne tout le monde, et cadrer la demande du commanditaire qui est souvent fais-moi un module et comment est-ce qu'on amène ça au levier business. Donc après le webinaire, je me permettrai de vous envoyer un mail puisque à l'occasion de ce premier Lunch and Learn, on vous propose justement la formation à un prix, on vous offre en fait une réduction de 15% et vous avez donc le pack de 2 formations et après vous pouvez suivre une ou plusieurs formations pour vous amener justement sur une posture plutôt de designer. Donc chaque formation est indépendante, mais c'est vrai que ça vous aide un petit peu comme ça sur une posture de designer. Voilà, et puis maintenant, c'est un temps d'échange pour les questions. Donc nous, on peut rester un peu plus tard avec grand plaisir jusqu'à 13h pour répondre à vos questions. Donc là, je me remets. Donc, comment se former à la méthode? Comment se former à la méthode, Johan? Parce que Non, mais en fait, pour compléter ce que tu disais par rapport aux formations, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble maintenant là avec Hélène et voilà, on est parti de l'intuition que le LXD était intéressant et pas seulement l'intuition, mais de nos expériences personnelles. Et on s'est dit, on va aller plutôt au contact des professionnels learning pour voir si effectivement ça croisait par rapport à ça croisait leurs problématiques qu'ils rencontraient vraiment sur le terrain. Et là, on est avec ces ateliers bah, sur justement quelque chose de tourner vers la problématique. Est-ce qu'on veut vraiment apporter de la valeur ajoutée aux gens dans leur quotidien. Donc, ce sera super pratique. Là, on n'a pas le temps, via un format de webinaire, d'aller beaucoup plus en détail dans la pratique. Mais voilà, à travers le format d'atelier, c'est purement l'occasion et purement le format adéquat, je dirais. Ouais. Donc, à quoi ressemble si vous il avez y avait des une question, questions, du coup. Ouais, j'ai vu une question. À quoi ressemble le prototype d'une formation? Quelle partie est prototypée? Et en combien de temps réalisez-vous le prototype? Donc, si je prends 2 cas de figure, il y a le cas de figure de prototypage d'un dispositif de formation. Donc, ce que je fais, c'est donc, il y a ce groupe de travail dont je parlais tout à l'heure qui est constitué. Je les amène à travailler sur les réalités, les besoins, les problématiques des publics cibles, des apprenants cibles. De là, on va travailler sur les objectifs terrain et les objectifs pédagogiques sur cette formation. Je vais ensuite les faire travailler sur une partie qu'ils adorent, c'est le côté idéation. On va générer plein d'idées. On aura tous
tout ça en Ouais, background, on peut se créativité, dire, voilà, on sait qui on va viser, ouais. on sait où on va, on a notre barre de guidage. Maintenant, on laisse exploser les idées et là, on va trouver des ingrédients pédagogiques, des ingrédients, pardon, narratifs, ludiques, pour rendre cette formation super engageante. Et puis après, ça, c'est la partie ouverture dans le design thinking, si vous avez l'occasion de suivre la formation, on ira un peu plus dans le détail. Et puis après, on a cette partie prototypage où là, on va schématiser, modéliser la future formation. Schématiser, si on est sur une formation à proprement parler, par exemple à e-learning, on va découper les différentes étapes, parler du début de la formation, des moments clés, voilà, on va essayer de poser, de cartographier, de schématiser toute l'expérience vécue par un apprenant pendant cette formation. À quel moment on va utiliser un peu ses émotions, à quel moment tout ça. Et quand on est sur un dispositif, là, on est plus sur la schématisation des différents formats pédagogiques qu'on va placer, qui nous paraissent les plus adéquats, qu'on va placer sur une ligne de temps. Et c'est pareil, on va dire, bah, à ce moment-là, on va répondre à tel objectif pédagogique et on va cartographier tout ça. Et du coup, on va en faire quelque chose de lisible, hein, de digeste pour les personnes à qui on va faire tester ce prototype. Et puis à partir de là, soit chaque personne du groupe de travail va faire tester à 2, 3 personnes, soit c'est le chef de projet. Enfin, l'idée, c'est de faire tester ce prototype. On est sur la formation présentielle pour les formateurs, par exemple. On est sur la structure pédagogique d'une formation qu'on a travaillé en amont et qu'on va exposer à des élèves, des apprenants. D'accord. On reprend les feedbacks et pareil, on va avancer comme ça. Ouais. Juste Johan, il est 47, donc si des personnes devaient nous Yes. quitter, Ah parce oui. que voilà, ça devait terminer à 45, donc un grand merci pour ceux qui doivent nous quitter. Sinon, nous, on reste dispo jusqu'à 13h. Il y a une question aussi de Perrine qui est comment mobiliser des Au revoir à apprenants ceux qui si les... sont. Oui, voilà, Pardon. voilà. Comment mobiliser des apprenants si les e-learning sont créés pour l'externe? Alors moi, Sur l'externe, j'imagine, à ben, des clients. oui, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Euh, alors, Moi, spontanément, en tout cas, ouais, vas-y. quand j'ai alors c'est pas pour de l'e-learning, mais c'est quand on me demande d'intervenir dans une formation, ou en tout cas quand le parcours de formation est déjà créé, c'est encore une fois, le questionnaire, on demande aux clients, de pouvoir contacter, en général, si nos arguments, ils sont clairs, ça fait partie de la demande. C'est-à-dire qu'on produit, quelque chose, mais il faut aussi que le en ils comprennent l'intérêt de pouvoir être en contact avec les apprenants. Hem Et c'est vrai que spontanément comme ça, on se dit, on nous a commandé un module e-learning, pour un client, mais quelque part, qu'est-ce qui nous empêche de contacter ce client, de lui expliquer, notre démarche et de lui dire que en fait, ça serait d'autant plus pertinent si on avait, un questionnaire, comme tu disais 3, 4, 5 entretiens, des fois d'une demi-heure, anonymisés aussi, ça c'est très important. Pensez à anonymiser vos entretiens parce que ça va permettre de libérer la parole et d'avoir de la data d'autant plus fine et précieuse. Mais c'est vrai que c'est aussi, on parlait beaucoup de posture et de mindset, mais c'est de s'autoriser à dire, ben, en fait, je vais expliquer à mon client que si, pour que ça soit d'autant plus perspicace et bénéfique, c'est de co-construire quelque part avec lui et donc les apprenants le module e-learning. Je ne sais pas, Johan, si tu veux compléter. Oui, non, mais tu as raison. En fait, il faut travailler. Enfin, le mindset du client aussi, c'est compliqué, hein. Je suis d'accord qu'on s'en est rendu compte quand on a interrogé les professionnels learning. On est Ouais. parfois dans des environnements très contraints. Ouais. Euh,
j'ai mobilisé avec un client toute la partie design thinking donc avec des personnes qui connaissaient très bien les apprenants, mais qui n'étaient pas des apprenants. Donc, je l'ai travaillé un peu de manière un peu dégradée. Et au fur et à mesure, en fait, avec mon client, je l'embarque un peu dans ma manière d'envisager les choses et avec des choses très simples. C'est comment vous voulez en fait qu'on soit sûr de faire du bon travail et des choses qui fonctionnent sans s'en assurer Ouais, auprès de nos cibles, comme, aussi, ouais, comme quelqu'un qui vend un produit et qui qui a pas fait son ne étude de sait marché. jamais si le... Non, mais Ouais, même après, en fait, ne sait jamais si... Oui, qui n'a pas fait une marché, c'est sûr, mais ouais, ouais, même après, qui sait ouais. même pas si le produit est Et puis c'est utilisé, bien frustrant utilisé. en plus. Mmh. Mm. Parce que ça nous permet pas d'ajuster. Et d'ailleurs, Emma, elle marque des personas. Ça, c'est sûr que on peut être aussi dans cette démarche. Oui, les personas, ça, on le fait en LXD, mais pas que. On le fait en formation, voilà. Et connaître notre cible et être vraiment dans une démarche d'audit. Quelles sont les ressources, quels sont les moyens, quelles sont les méthodes. Si c'est vrai que on a une façon d'aborder la formation pour certains. Notamment les clients, parce que je pense que c'est beaucoup les clients aussi qu'il faut qu'on éduque, de se dire j'ai un besoin, je vais contacter un ingénieur pédagogique ou je vais contacter un designer pour créer le contenu. Mais c'est quelque part, c'est de leur expliquer que en fait, on ne peut pas faire sans l'apprenant, et c'est aussi nous, dans notre posture, de se mettre, comme tu disais, sur un, un accompagnement, du conseil, consulting, parce que plus ils vont nous donner accès à la cible, au persona, tout ça, plus on va Mm. pouvoir. Des fois, j'ai l'impression, quand on parle, qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un peu utopique, mais je vous assure, au fur et à mesure du temps, que quand on change de posture et qu'on se dit, mais en fait, pourquoi je peux pas demander? Ok, ça se fait pas, mais ça fait quoi si je demande, en fait? Et si c'est bien Mm. amené et que la réflexion, le commanditaire, il voit l'intérêt, il a tout intérêt à vous donner accès à plus d'informations possibles et même accès aux apprenants, si c'est possible, quoi. Et c'est vrai que souvent, avec les clients, ils sont, ils sont toujours... Enfin, j'ai pas eu une objection de la part d'un client. L'objection, enfin, je veux dire, dans l'approche un peu, euh, comment dire, on va dire, intellectuelle, conceptuelle du sujet, Mmh. et dans la logique de dire, mais en fait, c'est pas un produit qu'on fait, Mmh. on change du comportement, vous êtes C'est d'accord? clair. Donc Ouais, en fait, il y en a jamais un qui va dire non. Le tout, ouais. c'est d'arriver à, à juger, à jauger la maturité du client pour lui proposer des méthodes ensuite où on va intégrer l'apprenant, mais avec des méthodes qui prennent en compte en fait les caractéristiques du Mmh client, mh. à Mmh. savoir son degré de maturité, aussi son budget, aussi tout ça. Et souvent, c'est par petites touches. OK, ça vous Ouais, embête si ouais. avant la formation, je passe trois coups de fil C'est ça. de 15 minutes à des Mmh mh. futurs apprenants pour que je Ouais, comprenne un peu ce qu'ils attendent de la formation. ouais, ouais. Non, bon, d'accord. Ah bah regardez les feedbacks qu'ils m'ont fait. Alors, voilà la stratégie des petits pas parfois, hein. Ouais. Ou alors ça vous embête si en plus de la satisfaction du questionnaire satisfaction à chaud, on interroge deux managers 2 semaines après juste pour voir si comment le truc a été mobilisé Ouais. après la formation. Ouais, Bon, ouais. bah, ça va, 2 coups de fil. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des choses une application du Ouais. mindset de manière hyper pragmatique. Mais au final, qu'est-ce qu'on a? On a des retours du terrain. Oui, on gagne en On profondeur sait d'analyse. exactement, voilà, c'est ça. Et au Ouais. fur et à mesure, oui, ah bah tiens, regardez, ici, ce serait peut-être intéressant qu'on ait des profils
parce qu'ils ont des caractéristiques. On ne va pas s'adresser à une personne qui vient d'arriver dans l'entreprise comme à une personne qui a 2 ans d'ancienneté. Ce serait intéressant de savoir comment ils fonctionnent et au fur et à mesure, on place des choses qui sont qui font encore plus sens. Mais il y a un travail d'éducation. Et puis, il y a un travail aussi il y a aussi un plafond de verre du client qui veut pas solliciter ses propres C'est ça, clients. c'est Oui. ça. Donc ouais, on va bientôt devoir quitter tout le monde, mais en tout cas, je pense que pour résumer, il y a, l'approche LXD, qui, peut-être est connue par certains d'entre vous, mais en tout cas, qui doit s'accompagner d'un changement de posture. J'ai eu, affaire à des clients, en tout cas des prospects au départ qui sont devenus des clients, qui avaient des arguments, qui avaient des objections, pardon, sur la méthode, et en fait, plus on est persuadé qu'elle fonctionne, plus on se l'approprie, plus on a des arguments, et en fait, on arrive à la déployer à plus ou moins grande échelle, avec plus ou moins d'outils, mais on arrive au fur et à mesure du temps à pouvoir atteindre de plus en plus facilement l'apprenant. Si tu veux conclure, Johan, de ton côté, un dernier mot. Il nous reste 1 minute. Euh, le- Je Je t'ai pense que pris de court là. l'objection qu'on peut, ouais, mais c'est pas grave. Je pense que l'objection qu'on peut avoir de la part des clients, c'est bon, ça va prendre du temps, ça va coûter cher, etc. Et il y a aussi un enjeu, et là avec le client, le commanditaire, c'est OK, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez produire de la Mmh. formation ou est-ce que vous voulez faire faire du qualitatif? Et en fait, Ouais. moi, quand j'ai interroger les UX designers, ils me disaient, moi, par rapport à mon client, je lui disais, mais c'est un petit investissement en temps qu'on prend au début, mais c'est pour en fait ne pas arriver en bout de course et de se rendre compte que la formation, elle fonctionne pas et qu'elle nous a coûté très cher. Et donc, il y a Et aussi ce plus que ça. truc-là, on va poser les bonnes fondations, on va prendre un petit peu de temps pour ça, mais on va avoir des apprentissages qui vont gagner en qualité. Et c'est surtout s'aligner avec les objectifs, business, puisque, c'est le nerf de la guerre, et c'est aussi par, cet alignement, là, avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, que le LXD va envahir le monde. Ça Eh y est, ben, ton un plan grand secret, merci. tu as dévoilé ton plan C'était secret. ça, mon plan machiavélique, exactement, que le Machiavélique. LXD domine le monde. Merci à tous, merci beaucoup pour votre présence.